Je m'appelle Pierre Halverson et s'éclaircit la gorge. Le soir où ma femme m'a annoncé qu'elle emmenait ma belle-fille passer Noël avec son ex-mari, elle a claqué la porte de la cuisine si fort que les fenêtres ont tremblé. Elle a pointé un doigt au vernis rouge vers moi et a dit, clair comme une cloche d'église: Lily a besoin de son vrai père. Si ça ne te plaît pas, divorce. Je n'ai pas discuté. J'ai essuyé la sueur sur mes mains, ouvert mon vieux portable sur la table de la cuisine. Et j'ai enfin accepté la mutation au Japon que je refusais depuis des années. Une semaine plus tard, elle est revenue en hurlant sur mon perron, tambourinant à la porte comme si elle était encore propriétaire des lieux. À l'époque, elle pensait vraiment qu'elle possédait tout. Ça n'a pas commencé par les cris. Ça a commencé comme un mardi gris ordinaire à Beauvais, dans l'Oise. Le gel sur les routes, les gens recroquevillés dans leurs manteaux, essayant simplement de survivre à une autre journée de travail en décembre. J'avais fait une journée complète à la papeterie, resté tard pour calmer un moteur qui n'arrêtait pas de vrombir, et j'étais passé chez Carrefour pour du lait et un poulet rôti. Quand je suis rentré à la maison, ça sentait la cannelle et le pain. Le petit sapin artificiel dans le coin était déjà allumé. Les lumières colorées clignotaient dans la fenêtre d'entrée. C'était la touche de Lily. Elle avait 10 ans et aimait Noël comme si c'était un travail à plein temps. Elle est arrivée en glissant dans le couloir en chaussettes. Papa Pierre, tu as réparé le toit de la maison de poupée a-t-elle demandé. J'ai soulevé la petite maison de poupée en bois sur laquelle je travaillais, au sous-sol. Marcy l'avait trouvée abîmée dans un vide-grenier. J'avais passé 3 soirées après le travail à la poncer et la recoller. Essaie, ai-je dit. Lily s'est penchée sur le petit toit rose avec ses 2 mains. Il n'a pas bougé. J'ai dit à maman que tu pouvais le réparer, a-t-elle dit fièrement. Tu répares toujours tout. J'aurais aimé que ce soit vrai. Dans la cuisine, Marcy se tenait devant la cuisinière, dos à moi, remuant une casserole de sauce. Ses épaules étaient tendues. J'avais appris au fil des ans qu'on pouvait lire son humeur rien qu'à leur position. Salut, ai-je dit en mettant le lait au frigo. On a eu le bonus de Noël aujourd'hui. C'est pas énorme, mais ça couvrira le vélo et plus encore. Elle n'a pas levé les yeux. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Ces 4 mots n'annoncent jamais rien de bon. D'accord, ai-je dit prudemment. De quoi? Elle a éteint le feu, posé la cuillère et m'a fait face. Elle portait un joli chemisier, le rouge à lèvres encore parfait après le travail. Je me suis dit qu'elle s'habillait plus pour quelqu'un d'autre que pour une soirée à la maison. J'ai parlé à Rick, a-t-elle dit. Rick, son ex-mari, l'homme qui ratait les anniversaires et les réunions parents-professeurs, mais qui avait toujours une excuse. De quoi? Ai-je demandé, bien que mon estomac ait déjà commencé à se nouer. De Noël, a-t-elle dit comme si c'était évident. Il nous a invités au chalet cette année. Il veut rattraper le temps perdu avec Lily. Elle a besoin de son vrai père dans sa vie. Marcy, on a déjà des plans, ai-je dit. La messe, le dîner à Saint-Luc, tes parents. Elle m'a coupé d'un petit geste de la main. On a des habitudes, a-t-elle dit, pas des plans. Toi et tes repas paroissiaux sur chaises pliantes. Lily mérite un vrai Noël avec un grand chalet, un vrai sapin et son vrai père. Elle a martelé ce mot comme un coup de marteau. J'ai laissé ça s'installer une seconde. Je pensais faire partie de ça, ai-je dit. Je suis celui qui est là, celui qui lui lit des histoires, l'emmène chez le dentiste, se présente à l'école. Sa bouche s'est tordue. Tu es le beau-père, a-t-elle dit platement. Ne fais pas comme si c'était à propos de toi. Tu savais ce que tu signais. Rick est son vrai père. Elle a besoin de ce lien. Peut-être que si tu n'étais pas si simple d'esprit, tu comprendrais. Quelque chose de petit et silencieux s'est brisé dans ma poitrine. Pas un claquement dramatique, plutôt comme une vieille planche qui cède enfin. Et où est ma place dans tout ça? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Nulle part, pas cette fois. On va au chalet pour une semaine. On part le 23. Si tu ne peux pas gérer ça, tu peux demander le divorce ou je le ferai. Elle a dit ça comme si elle lisait une réplique d'un script qu'elle avait répété tout l'après-midi. Du salon, Lily a appelé. Maman, on regarde le film de Noël ce soir? Marcy n'a pas répondu. Ses yeux sont restés fixés sur moi, attendant une réaction. Je lui en avais donné beaucoup au fil des années. Supplier, argumenter, m'expliquer comme un adolescent pris en faute.
Cette fois, je suis juste resté là. J'ai pensé à l'email de Tokyo qui attendait dans ma boîte de réception. Offre finale. Superviseur de maintenance d'usine, Japon. Je l'avais refusé 3 fois parce que Marcy ne voulait pas quitter l'Oise, ni son salon de coiffure, ni la maison de ses parents à 10 minutes. J'ai pensé à mon père qui avait travaillé 35 ans dans la même usine et qui me disait: ne laisse jamais personne te traiter comme si tu avais de la chance d'être debout dans la pièce. Je vois, ai-je dit. Ma voix sonnait plus calme que je ne me sentais. Quand as-tu dit à Lily? Hier, elle a dit qu'elle était excitée. Elle veut voir la neige au chalet. Rick nous récupère. Bien sûr. D'accord, ai-je dit. Je resterai hors de votre chemin. Marcy a cligné des yeux. Ce n'était pas la réplique qu'elle attendait. C'est tout? A-t-elle exigé. Tu ne vas pas crier, me traiter d'égoïste, menacer d'appeler un avocat? J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. Pas ce soir. Elle a soufflé et s'est retournée vers la cuisinière, murmurant quelque chose sur le fait que j'étais sans colonne vertébrale. Je suis sorti de la cuisine, passant devant l'odeur de sauce et la pile de courriers non ouverts sur le comptoir, et je suis entré dans le salon. Lily avait aligné la petite famille en bois devant la maison de poupée. La figurine du père était la plus proche de la porte. C'est l'heure du film? Ai-je demandé. Elle a souri. On peut faire celui en noir et blanc avec l'ange encore une fois? La vie est belle, ai-je dit. Ouais, on peut faire ça. Elle s'est blottie sous mon bras avec une couverture, sa tête sur mon épaule. À l'écran, toute la vie de George Bailey se déroulait devant lui. Tous les petits sacrifices et moments tranquilles que personne d'autre ne semblait remarquer. Je regardais, mais je pensais au nombre de fois où j'avais dit non à ce poste à l'étranger. Combien de nuits j'avais réparé des choses dans cette maison, pensant qu'on construisait quelque chose ensemble. À mi-chemin, Lily s'est endormie. Je l'ai portée jusqu'à son lit, remonté la couette sous son menton et suis resté là 1 minute, écoutant sa respiration régulière. En bas, la maison semblait différente, vide d'une certaine manière, même avec Marcy dans la chambre et la télé qui murmurait encore. Je me suis assis à la table de la cuisine, tiré mon portable vers moi et ouvert l'email de Tokyo. « Bonjour Ken », ai-je tapé. Si le poste est toujours disponible, j'aimerais l'accepter. Le curseur clignotait à la fin de la phrase. Je l'ai relu 2 fois, entendu la voix de mon père à nouveau, et appuyé sur envoi. Le petit bruit de l'email qui part a semblé plus fort qu'il n'aurait dû dans cette petite cuisine. Je n'ai pas fait mes bagages cette nuit-là. Je n'ai pas laissé de mots. Je suis juste resté assis là un moment, écoutant la chaudière se mettre en marche, et la machine à glaçons faire un bruit sourd, les bruits ordinaires d'une maison qui, soudain, n'était plus vraiment la mienne. Je ne le savais pas encore, mais ce clic silencieux du bouton d'envoi était le premier pas vers le jour où Marcy se tiendrait devant un juge, rouge de colère, pendant que la vérité la rattraperait enfin. Quand l'avion a atterri à Narita, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le calme. Pas exactement la paix, plutôt le calme après une tempête. Quand l'air sent encore la pluie et qu'on n'est pas sûr que ce soit vraiment fini. Tokyo était lumineuse, même la nuit, pleine de lumières en mouvement. Mais rien de tout ça ne m'appartenait. J'ai pris un petit appartement que ma société avait arrangé. Petite cuisine, un lit simple étroit et une fenêtre donnant sur une rue où des hommes d'affaires se pressaient avec des parapluies noirs. Le lendemain matin, je suis allé à l'usine avec mon superviseur, un homme nommé Kenji. Grand, doux, toujours souriant poliment. Il s'est incliné légèrement quand il m'a présenté à l'équipe. Ils se sont inclinés en retour. Le respect, simple, automatique, sans condition. C'était étrange après tant d'années à marcher sur des œufs à la maison. « Les gens ici travaillent dur », a dit Kenji en enfilant nos équipements de sécurité. « Mais on prend aussi soin les uns des autres. Tu t'intégreras bien. » J'ai acquiescé, mais la vérité c'est que je me sentais comme un fantôme dérivant dans la vie de quelqu'un d'autre. Pendant ma première semaine, je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone. Pas de message de Marcy. Cette partie ne me surprenait pas. Elle pouvait passer des semaines à faire comme si je n'existais pas si ça l'arrangeait. Mais Lily, j'attendais quelque chose. Une question, une photo, n'importe quoi. Alors j'ai envoyé le premier message. « Salut ma puce, j'espère que tu t'amuses bien. Je suis au Japon maintenant. Tu me manques. »
Pas de réponse. J'ai essayé encore un jour plus tard. Je t'ai envoyé un petit cadeau. Ça prendra probablement une semaine pour arriver. Je t'aime. Toujours rien. Quelques soirs plus tard, j'ai acheté un petit porte-bonheur dans une supérette. Un petit renard en bois, symbole de protection. Je l'ai emballé et envoyé à Beauvais. Ça a coûté plus cher que prévu, mais je m'en fichais. En rentrant à mon appartement, je suis passé devant une famille. Père, mère, fille, riant pendant que la petite tenait les deux mains et sautait par-dessus chaque fissure du trottoir. Je me suis arrêté un moment, les regardant disparaître au coin de la rue. C'est là que la culpabilité m'a frappé. Le genre lourd qui s'assoit sur votre poitrine comme si quelqu'un appuyait une main contre vous. Avais-je abandonné Lily? Avais-je vraiment été meilleur que Rick, disparaissant quand les choses devenaient difficiles? J'ai essayé de me débarrasser de ça, me disant que j'avais besoin de temps, d'espace, de clarté. Mais la culpabilité a une façon de s'infiltrer comme les courants d'air d'hiver à travers les vieilles fenêtres. Chaque soir, je vérifiais mes emails, et chaque soir, c'était vide. Un samedi, j'ai retrouvé un jeune collègue nommé Daichi pour des ramen. Il m'a remarqué vérifier mon téléphone encore et encore. Tu attends quelqu'un? A-t-il demandé. J'ai hésité. Ma fille ou ma belle-fille? Il a hoché la tête. Compliqué. On peut dire ça. Il m'a étudié avec la même patience tranquille que j'avais vue à l'usine. Les affaires de famille ne sont jamais simples, a-t-il dit doucement. Mais la vérité se montre toujours. Je ne savais pas alors à quel point il avait raison. Le rebondissement est venu le mardi suivant. J'étais assis sur le balcon de mon appartement, mangeant des nouilles soba d'un distributeur automatique quand j'ai ouvert Facebook. Quelque chose que je faisais rarement. En haut du fil d'actualité, il y avait une publication d'un voisin de Beauvais. Une photo. Marcy et Lily debout devant un grand chalet couvert de neige. Elle portait un pull rouge que je reconnaissais parce que je le lui avais acheté pour Noël dernier. Et à côté d'elle se trouvait Rick, son ex-mari, portant mon pull de Noël. Le vieux vert avec le sapin brodé que Lily adorait parce qu'elle disait qu'il avait l'air heureux. Ils avaient tous l'air heureux. Une famille parfaite pour la photo. Noël en famille au chalet, disait la légende avec 2 émojis cœurs. J'ai fixé cette photo jusqu'à ce que ma nourriture refroidisse. Quelque chose m'a piqué. Pas seulement la jalousie, pas seulement la trahison. C'était la réalisation qu'elle m'avait regardé dans les yeux. Dit que Lily avait besoin de son vrai père, puis était entrée directement dans la vie qu'elle avait toujours voulu sans moi. J'ai zoomé sur la photo, et c'est là que le deuxième coup m'a frappé. Lily ne souriait pas. Pas un vrai sourire, pas le sourire aux yeux plissés qu'elle me faisait toujours. Elle avait l'air confuse, un peu perdue, comme une enfant à qui on avait dit de rester immobile pour une photo qu'elle ne voulait pas prendre. Ça m'a fait quelque chose. Briser quelque chose et réparer quelque chose tout à la fois. J'ai fermé Facebook et me suis frotté le visage avec les 2 mains. Je pouvais sentir la vieille culpabilité se transformer en autre chose. De la détermination. Mais le pire était encore à venir. 2 jours plus tard, j'étais dans la salle de pause quand Daichi est entré, en tenant son téléphone. « Pierre ?» a-t-il dit avec hésitation. « Ton nom de famille, c'est Alverson ?»« Oui, » ai-je dit lentement. Il a tourné son écran vers moi. Il avait trouvé un avis légal posté sur un site public du département. Demande de divorce déposée par Marcy Alverson. Motif, abandon. Date, 3 jours après mon départ pour le Japon. Ma poitrine s'est vidée. Elle dit que tu es parti sans intention de revenir, a dit Daichi doucement, et que la maison et tous les biens devraient lui revenir. J'ai cligné des yeux face à l'écran. Elle savait que je prenais ce poste, ai-je chuchoté. Elle m'a regardé envoyer l'email. Elle m'a pratiquement poussé dehors. Daichi a hoché la tête lentement. Parfois les gens choisissent les mensonges quand la vérité est gênante. Je me suis effondré sur la chaise à côté de moi. Elle n'était pas seulement heureuse sans moi, elle essayait de m'effacer complètement. J'ai rouvert mon application email. Rien de Lily, rien de personne. S'éclaircit la gorge. Mon téléphone a vibré. Une notification de l'application de suivi. Le porte-bonheur que j'avais envoyé à Lily avait été livré 2 jours plus tôt. Pas de réponse. Bien sûr que non. Marcy avait dû l'intercepter. J'ai ressenti de la colère pour la première fois.
Pas le genre brûlant qui crie, mais le genre froid et délibéré qui s'installe profondément. J'ai regardé par la fenêtre la rue étroite en bas. La neige avait commencé à tomber, douce et silencieuse. Tokyo était aussi animé que jamais. Mais en moi, une sorte de clarté s'est formée. Je ne retournais pas en France pour sauver mon mariage. Je retournais pour sauver une petite fille qui méritait la vérité et pour m'assurer que sa mère y fasse enfin face. J'ai réservé mon vol de retour cette nuit-là. J'ai atterri en France un matin froid et venteux, le genre où l'air mord vos joues dès que vous sortez de l'aéroport. L'aéroport Charles de Gaulle était calme. Juste quelques familles en bottes et doudounes, tirant des bagages sur la neige sale. Personne n'était là pour m'accueillir. C'était bien. Je n'étais pas prêt à être vu de toute façon. J'avais prévu à l'avance et réservé une petite chambre au foyer d'anciens combattants sur la rue Franklin. Ce n'était pas chic, juste un lit, une commode et une fenêtre donnant sur le parking. Mais ça semblait solide, honnête, comme le genre d'endroit où on reste quand on a du travail à faire. J'ai posé mon sag et suis resté là un moment, respirant l'odeur de vieux bois et de café qui avait été fait depuis l'aube. Un vétéran aux cheveux coupés ras m'a fait un signe de tête dans le couloir. Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu, Pierre, a-t-il dit. Tout va bien? Ça vient, ai-je dit. J'ai juste besoin de quelques jours pour régler des choses. Il m'a fait ce regard que les hommes plus âgés se font entre eux quand ils savent que quelque chose ne va pas, mais qu'ils sont assez décents pour ne pas fouiner. Cet après-midi-là, je suis passé devant mon ancienne maison. L'allée était vide. La couronne de Noël était toujours sur la porte, un peu penchée sur le côté. Dans la fenêtre d'entrée, le petit sapin artificiel clignotait toujours ses lumières colorées. Pendant un moment, il m'a fallu tout ce que j'avais pour ne pas arrêter le camion, monter les marches et frapper. À la place, j'ai continué à rouler. J'avais besoin d'informations avant d'avoir besoin de confrontation. Mon premier arrêt a été la caisse d'épargne. La caissière, une femme nommée Denise qui me connaissait depuis des années, a cligné des yeux quand elle m'a vu. « Pierre, je pensais que tu avais déménagé à l'étranger. »« Pas définitivement, ai-je dit. » Elle a baissé la voix. « Ta femme est venue ici en essayant de retirer tout l'argent de votre compte joint. Elle a fait un scandale quand on lui a dit qu'elle ne pouvait pas sans ta signature. Elle voulait parler au directeur, puis au conseil d'administration. On a dû lui demander de partir. »« Je me doutais, ai-je dit. Elle a dit pourquoi ?» Denise a soupiré. Elle a dit que tu avais abandonné la famille et qu'elle avait besoin des fonds pour des dépenses d'urgence. Mais tu connais les règles. J'ai hoché la tête. Ouais, je sais comment ça marche. Elle m'a glissé une impression des 3 derniers mois d'activité. Mes propres transactions sur une page, ses tentatives de retrait sur l'autre. Merci Denise, ai-je dit. Prends soin de toi, d'accord. Tu as l'air fatigué. J'y travaille. Mon arrêt suivant était Carrefour. Je n'avais pas faim, mais je devais voir l'endroit où la moitié de la ville se rassemblait, où les rumeurs prenaient des jambes. J'ai poussé un chariot lentement dans l'allée des produits frais, écoutant. Les gens dans les petites villes ne chuchotent pas aussi discrètement qu'ils le pensent. Il s'est enfui avec quelqu'un au Japon. Pauvre Marcy, abandonnée avec la petite et toutes ses factures. Comme son premier mari, elle sait vraiment les choisir. J'ai tourné au coin et j'ai failli rentrer dans la caissière, une femme nommée Sandy qui avait scanné mes courses 1 millier de fois. Ses yeux se sont écarquillés. Mon Dieu, Pierre, alors elle mentait. Elle a secoué la tête. Elle nous a dit que tu avais quitté la ville avec une femme moitié plus jeune que toi après avoir dépensé le bonus pour toi-même. J'ai laissé échapper un long souffle. Pas vrai. Je me doutais. Tu m'as toujours semblé régulier. Elle est venue ici 3 fois cette semaine, se plaindre de tout. J'ai fini par arrêter de demander comment elle allait. J'ai apprécié ça plus que je ne l'ai dit. Merci, Sandy. Elle va faire une crise quand elle réalisera que tu es de retour, a-t-elle dit. Fais attention. Cette nuit-là, je me suis assis sur le lit du foyer, avec tous les reçus et preuves étalés devant moi. Dossier financier, capture d'écran, copie d'email, l'impression de la demande de divorce avec le mot « abandon » qui me fixait comme une accusation. Mais ce qui m'a le plus frappé n'était pas un document légal. C'était le dessin, celui que Lily avait fait pour moi avant leur départ. L'image de nous tenant la main, à côté d'un sapin de Noël.
Je l'avais gardé dans mon sac. Je l'ai posé sur le lit et l'ai juste regardé. Pensait-elle que je l'avais quitté à cause d'elle? Pensait-elle que je ne voulais plus être son père? Cette pensée a failli me couper le souffle. J'ai appelé l'école le lendemain matin. Le standard m'a transféré à la conseillère, une femme nommée Madame Callahan. Pierre, a-t-elle dit soulagée, je suis si contente d'avoir de tes nouvelles. Vous avez parlé à Lily? Ai-je demandé. Oui, elle est confuse. Ce mot encore. Elle a demandé où tu étais allé. Je lui ai dit que parfois les adultes ont des choses compliquées à régler, mais que tu l'aimes. Elle a pleuré. Elle a dit que sa mère lui avait dit que tu avais choisi le Japon plutôt qu'elle. Ma prise s'est resserrée autour du téléphone. Elle a vraiment dit ça? Oui, je suis désolé, Pierre. La nausée et la colère se sont mélangées dans ma gorge. Merci, ai-je dit doucement. Ça compte plus que vous ne le pensez. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assis là longtemps à fixer le sol. C'était le moment où le doute s'est évaporé. Toute culpabilité que j'avais ressentie à propos de mon départ avait disparu. Je n'avais pas échoué avec Lily. Marcy lui avait menti, et je n'allais pas laisser faire. J'ai passé les 2 jours suivants à construire mon dossier. Mon vieil ami Eric Jensen, que je connaissais depuis le lycée, était maintenant avocat, travaillant dans un petit bureau derrière la station-service Total. Il m'a rencontré pendant sa pause déjeuner, a regardé mon classeur et a laissé échapper un sifflement bas. Elle s'est vraiment mise dans le pétrin, a-t-il dit. Essayer de vendre la maison, déposer une plainte pour abandon 3 jours après ton départ, bloquer tes contacts avec Lily. Le juge n'aimera rien de tout ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu déposes une réponse, a-t-il dit, et tu te présentes à l'audience. Son avocat s'attendra à ce que tu sois hors du pays. C'est ton avantage. Est-ce que ce sera suffisant pour protéger Lily? Il a hoché la tête. Si ce que tu m'as dit est vrai, et ça en a vraiment l'air, ça ira dans ton sens. Il a fermé le classeur et me l'a repoussé. Reste juste calme, Pierre. Ne la confronte pas. Laisse le tribunal s'en occuper. C'était la partie la plus difficile. Rester calme. Cette nuit-là, je me suis assis sur le parking du foyer en regardant le palais de justice de l'autre côté de la rivière. La neige recommençait à tomber, de gros flocons dérivant dans les lampadaires. J'ai pensé à la petite fille qui dormait quelque part de l'autre côté de la ville, probablement en train de serrer ce renard en peluche que j'avais gagné pour elle à la fête foraine il y a 2 étés. J'ai pensé à son apparence sur cette photo du chalet. Pas vraiment souriante. J'ai pris ma décision. Je ne revenais pas pour récupérer un mariage. Je revenais pour récupérer une fille. 2 matins plus tard, portant ma meilleure chemise et ma vieille veste Carhartt marron, je suis monté les marches du palais de justice avec le classeur sous le bras. J'ai atteint le sommet, tiré la lourde porte vitrée et suis entré. Le palais de justice du département de l'Oise a toujours eu l'air un peu intimidant, même par temps chaud. Mais ce matin-là, avec le ciel bas et gris et le vent tranchant sur la rivière, c'était comme entrer sur un champ de bataille. Mes bottes résonnaient sur les carreaux alors que je descendais le long couloir vers la salle d'audience 2B. Eric, mon avocat, était déjà là, assis sur un banc à l'extérieur avec une pile de papiers sur les genoux. Quand il m'a vu, il s'est levé et m'a offert une poignée de main ferme. « Tu es prêt ?» a-t-il demandé. Aussi prêt que je le serai jamais. Il a hoché la tête, ajustant sa cravate. « Marcy n'est pas encore là. Elle pense probablement que tu es encore au Japon. Ça jouera en notre faveur. » Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Le chauffage était trop fort et les vieux radiateurs sifflèrent dans les coins. Quelques personnes étaient assises sur les bancs. Le mélange habituel de locaux traitant d'amendes de circulation, de litiges de garde d'enfants et de désaccords immobiliers. Les salles d'audience des petites villes ne sont jamais vides. J'ai pris mon siège à la table du défendeur. Le juge n'était pas encore là. Marcy non plus. Pendant un moment, je me suis permis de respirer. Mes mains reposaient sur le classeur, mes preuves, ma vérité. Il semblait plus lourd qu'il n'en avait l'air. La porte s'est ouverte derrière moi. Des talons ont claqué sur le sol. Marcy est entrée portant un long manteau de laine rouge avec un col doublé de fourrure et des bottes qui semblaient neuves. Probablement un cadeau de Noël qu'elle s'était fait.
Ses cheveux étaient bouclés, maquillage parfait, lèvres brillantes comme un signal d'avertissement. Juste derrière elle se trouvait son avocat, un jeune type en costume chair avec un sourire suffisant plaqué sur son visage. Marcy a balayé la salle du regard avec une assurance décontractée jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Elle s'est figée. Ce n'était qu'une seconde, mais j'ai vu tout ce dont j'avais besoin dans ce moment. Choc, irritation et un éclair de panique qu'elle a essayé d'étouffer sous un sourire crispé. Eh bien, a-t-elle dit assez fort pour que les gens autour de nous entendent, regardez qui a finalement décidé de se montrer. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Eric s'est penché vers moi. Ne mords pas à l'hameçon. Laisse-la parler. La juge est entrée alors, une femme sévère aux cheveux gris acier et des lunettes perchées bas sur son nez. Tout le monde s'est levé. Quand nous nous sommes tous rassis, elle a feuilleté un dossier. Affaire numéro 24, 1781. Alverson contre Alverson. Affaire de divorce et de garde. Ses yeux se sont déplacés d'une table à l'autre. Monsieur Alverson, je ne vous attendais pas. Le dépôt de la demanderesse affirmait que vous aviez quitté le pays indéfiniment. Marcy a joint les mains sagement. Votre honneur, c'est ce que je croyais. Il a abandonné. Eric s'est levé. Objection, votre honneur. Mon client n'a abandonné personne. La juge a levé une main. On y viendra? Puis elle m'a regardé. Monsieur Halverson, puisque vous êtes présent, le tribunal entendra votre version. L'avocat de Marcy est intervenu. Votre honneur, la demanderesse maintient que... Mais la juge l'a coupé. Pas encore, maître Langford. Asseyez-vous. Il l'a fait. La juge s'est tournée vers moi à nouveau. Monsieur Halverson, procédez. Je me suis levé. Mes paumes transpiraient, mais ma voix est restée stable. J'ai quitté le pays parce que ma femme m'a dit qu'elle et Lily passaient Noël avec son ex-mari, ai-je dit. Elle m'a dit que Lily avait besoin de son vrai père, et que si ça ne me plaisait pas, je pouvais demander le divorce. Un murmure s'est répandu dans la salle. J'ai continué. J'ai accepté une mutation au Japon après l'avoir refusée plusieurs fois pour le bien de cette famille. J'ai envoyé des messages et des cadeaux à Lily. Rien ne lui est parvenu. J'ai découvert plus tard qu'ils avaient été bloqués ou interceptés. J'ai ouvert le classeur et glissé une pile d'emails imprimés sur la table. Voici les horodatages et les confirmations de suivi. Et ceux-ci, j'ai ajouté un autre ensemble de papiers, sont les tentatives de la demanderesse de retirer tous les fonds de notre compte joint et de vendre la maison conjugale sans ma signature. Le visage de Marcy a rougi. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, a-t-elle bégayé. Madame Halverson, a dit la juge sèchement. Vous aurez votre tour. Eric m'a tendu un autre document. Je l'ai passé en avant. Et ceci est le dépôt de divorce, ai-je dit, soumis 3 jours après mon départ, alléguant l'abandon. La juge a étudié les documents avec une moue désapprobatrice. Je me suis reculé. Votre honneur, je n'ai pas abandonné ma famille. J'ai été poussé dehors puis remplacé. Marcy a frappé ses mains sur la table. Oh, s'il vous plaît, il ment. Il est parti avec une femme au Japon. Demandez à n'importe qui. La juge a eu l'air légèrement amusée. Vraiment? Avant que l'avocat de Marcy ne puisse l'arrêter, elle a dit « Oui, demandez aux gens de Carrefour. Ils savent. » C'était l'ouverture qu'Eric attendait. « Drôle que vous disiez ça, » a-t-il dit en se levant. « Votre honneur, nous avons un témoin assis au fond. » Tout le monde s'est retourné alors que Sandy la caissière de Carrefour, s'est levée en serrant son sac à main. La juge a hoché la tête. « Madame, avancez. » Sandy s'est avancée, s'est éclairci la gorge et a dit clairement « Votre honneur, je connais Pierre et Marcy depuis des années. » Marcy a dit à tout le monde que Pierre s'était enfui avec une femme plus jeune et l'avait laissé avec toutes les factures. Mais ça ne m'a jamais semblé juste. Eh bien, le voir ici a prouvé qu'elle ne disait pas la vérité. Un gaz silencieux a balayé les bancs. La mâchoire de Marcy s'est serrée. Elle ne sait rien, a-t-elle craché, mais le mal était fait. La juge s'est adossée, les mains jointes. Madame Halverson, vous avez déposé pour abandon 3 jours après que votre mari soit parti pour une mutation professionnelle documentée. Vous avez tenté de liquider des biens sans l'autorisation appropriée.
Vous avez bloqué les communications entre l'enfant et son beau-père, qu'elle considère clairement comme une figure parentale. Comprenez-vous la gravité de tout cela? Marcy a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. La juge a continué. Sur la base des preuves, le tribunal voit un schéma de malhonnêteté et de manipulation. L'avocat de Marcy a essayé de sauver les meubles. Votre honneur, sûrement nous pouvons... Non, a dit la juge. Nous ne pouvons pas. Elle a signé un document d'un trait ferme de son stylo. Ma décision est la suivante. L'autorité décisionnelle principale temporaire va à M. Halverson. Il est ordonné à Mme Halverson de cesser toute tentative de vente de la propriété. Les fautes financières seront examinées par un auditeur. Un tuteur ad litem sera assigné pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant. Et Mme Halverson remboursera tous les fonds retirés de manière inappropriée. Le visage de Marcy est passé du rose au cramoisi. C'est ridicule, il n'est même pas son vrai père, a-t-elle crié. Les yeux de la juge se sont durcis. Parfois, les vrais pères sont ceux qui restent, Madame Halverson. L'audience est levée. Le marteau a frappé, les chaises ont raclé, les gens ont chuchoté. Renifle. Marcy est sortie en trombe avec son avocat qui la poursuivait. Et puis quelque chose de petit a brisé le bruit. Papa Pierre. Je me suis retourné. Lily se tenait juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte avec la conseillère scolaire derrière elle. Ses yeux étaient humides, mais son sourire était le vrai. Elle a couru vers moi et a enroulé ses bras autour de ma taille. « Je savais que tu ne m'avais pas quitté », a-t-elle chuchoté. Je ne pouvais pas parler. Je l'ai juste tenue, une main berçant l'arrière de sa tête pendant que la salle d'audience se vidait autour de nous. Cette étreinte était le moment où tout a changé. Je n'étais pas l'homme qui était parti. J'étais papa. Pendant une semaine après l'audience, la maison était calme d'une manière qu'elle n'avait jamais été. Pas vide, juste paisible. J'avais réemménagé temporairement sous l'ordre du tribunal pendant que la tutrice ad litem, Donna, menait son évaluation. Lily restait une nuit sur deux. Cette fille avait une façon de remplir une maison. Elle fredonnait en se brossant les cheveux, tapotait des doigts en faisant ses devoirs, chuchotait à la vieille maison de poupée que j'avais réparée. La première nuit, elle s'est glissée dans mon lit vers 2 heures du matin et a enroulé un bras autour de ma poitrine. « Toujours là ?» ai-je chuchoté. Elle a hoché la tête sans lâcher prise. Quand Donna est venue inspecter la maison, elle a posé ses questions. Où Lily garde-t-elle ses projets scolaires? Qui l'aide avec ses devoirs? Depuis quand vous appelle-t-elle papa? Depuis qu'elle a 3 ans. Donna m'a étudié avec des yeux pensifs. Ça compte, Pierre, plus que vous ne le pensez. Ce soir-là, autour d'un dîner simple, Lily m'a parlé du dessin qu'elle faisait. Je dessine toi et moi au festival de Noël, celui avec les sculptures de glace. Elle a souri, montrant l'espace de sa dent manquante. C'était la meilleure soirée. Des moments comme celui-là rendaient le tout valable. Puis, le lundi suivant, Marcy est revenue. J'ai entendu une portière claquer, des pas crisser dans la neige, puis ses coups sur la porte. Ouvre cette porte tout de suite. Quand je l'ai ouverte, elle se tenait là, cheveux sauvages, yeux frénétiques. Tu penses avoir gagné? Tu as ruiné ma vie. Je n'ai rien ruiné, ai-je dit calmement. J'ai dit la vérité. Tu as volé ma fille. Elle n'est pas quelque chose à voler, et tu le sais. Derrière elle, dans l'allée, j'ai reconnu le camion de Rick. Il était assis au volant, bras croisés, immobile comme une pierre. Marcy s'est retournée vers lui. « Tu peux partir maintenant. » Il n'a pas répondu. Il a mis le camion en marche arrière et est parti sans un mot. « Il est lâche, a-t-elle craché. Toi et lui tous les deux. Pour ton bien, tu devrais partir. » Elle a laissé échapper un cri étranglé et est retournée en trombe dans la neige. J'ai fermé la porte. Le son étouffé et final. 2 heures plus tard, j'ai trouvé un email de Rick. « Pierre, j'en ai fini avec Marcy. Je ne savais rien des mensonges, de l'abandon déposé, de l'utilisation de Lily pour te punir. Je suis désolé. Pour ce que ça vaut, tu es le seul vrai père que Lily ait jamais eu. Une vérité inattendue d'un endroit inattendu. » Ce soir-là, Lily est montée sur le canapé avec quelque chose derrière son dos. Je t'ai fait quelque chose. Elle a sorti une petite figurine en bois de la maison de poupée.
le petit papa, qu'elle avait peint avec une chemise marron comme ma veste Carhartt et des mèches grises dans les cheveux. Sur la base, elle avait écrit Papa. Maintenant, il te ressemble. J'ai dû avaler avant de parler. C'est parfait, ma puce. On peut tout réparer maintenant, pas vrai, papa? Ouais, on peut. Plus tard cette nuit-là, je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la douce lueur du lampadaire sur la neige. La vengeance n'était pas venue des cris ou de l'amertume. Elle était venue en laissant la vérité parler plus fort que les mensonges, en restant calme quand c'était le plus important, et en choisissant Lily à chaque fois. Si vous avez déjà été mis de côté, menti, ou qu'on vous a dit que vous n'étiez pas réel pour les gens que vous aimiez, vous n'êtes pas seul. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.